Ouais, juste attends, Moi, je suis voilà. connecté. Salut Daniel, tu nous entends? Oui, oui, très bien. Super, donc tu peux juste pas nous voir. C'est ça Ah, c'est les aléas dommage. du... Ouais, c'est dommage. Mais en fait, vaut mieux pas que tu ouvres le live parce que sinon tu auras un méga décalage. Mais t'inquiète pas, on se rattrapera, on essaiera de se voir dans la vraie vie. Ouais, ça me pince. Si on arrive avec ton emploi du temps très occupé. Donc on a la chance d'avoir Daniel qui a trouvé un peu de place dans son emploi du temps ce matin pour squeezer une petite interview parce qu'on trouvait que c'était très intéressant d'avoir ton point de vue, Daniel. Et puis d'autant que ES est quand même le partenaire principal et historique du Hacking Industry Camp, donc c'est justement le meilleur historique qu'on puisse avoir parmi nos partenaires pour avoir un retour d'expérience. Ouais, et du coup, on voulait commencer un peu par l'interview, pour les gens qui pensent que ES c'est juste un logo sur un maillot de foot. Du coup, est-ce que, en gros, c'est quoi le métier d'ES? Est-ce que vous faites? Alors, yes, on fait plein de choses. Historiquement, nous sommes le distributeur d'électricité dans 80% du Bas-Rhin, avec, je crois, de l'ordre de 550 000 points de fourniture. Et puis maintenant qu'on a séparé l'activité de distribution, de commerce d'énergie, ben, on commercialise de l'électricité, du gaz. Et puis on est aussi très actif dans la transition énergétique, puisqu'on a une filiale dédiée à ça, qui opère des réseaux de chaleur, des unités de production avec de la biomasse, qui fait des installations à haute performance énergétique basées sur des pompes à chaleur principalement, pour du chauffage ou de la climatisation. Et puis depuis plus récemment, on est très actif dans la production d'énergie renouvelable, avec trois piliers, donc que j'ai dit, hein, la biomasse, la géothermie, puisqu'on a quand même deux centrales qui fonctionnent sans faire trembler tout le monde, euh, dans le nord de l'Alsace. Et on croit beaucoup à ces technos, aller chercher la chaleur gratuite dans le sous-sol. Et puis j'en oubliais, c'est le photovoltaïque. On déploie beaucoup d'installations. Alors là, c'est plutôt pour nos clients, c'est-à-dire qu'on vend et on aide à construire et à maintenir des installations photovoltaïques. Puis le dernier point, c'est la transition vers mobilité électrique, où là, ben, on a une super flotte de véhicules. Je pense qu'on a la plus grosse flotte du Bas-Rhin, en plus de 100 véhicules électriques. Et puis, typiquement, sur les petites voitures, on n'achète plus du tout de voitures thermiques, on n'achète que des électriques. Et puis, on aide les particuliers, les entreprises, les collectivités à déployer des installations de recharge. Voilà. D'accord, Brassé. c'est C'est tout brassé. vraiment un éventail de fonctions et de services que vous rendez qui est quand même assez incroyable. Et toi, Daniel, là-dedans, qu'est-ce que tu fais, de quoi tu t'occupes exactement? Alors, quasiment tout ce que j'ai dit, à 98%, a son jumeau digital. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire dans la vie en ce moment sans qu'il y ait quelque part un calculateur qui soit en bijection avec la réalité du terrain, que ce soit dans le réseau, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans la production de NR, les installations de recharge. C'est non seulement le digital, il aide à vendre, à facturer, mais en fait, il aide aussi à exploiter et à maintenir et à garder le patrimoine en bon état, puisque typiquement les opérations sur le réseau, un réseau électrique, c'est un énorme patrimoine qui se renouvelle tout doucement, qui s'étend beaucoup et qui est de plus en plus compliqué à exploiter. Et depuis que je m'occupe de ça, depuis 2000, je ne me trompe pas, 2009, depuis 2009, on a énormément investi pour avoir quasiment tout en double digital, donc un modèle complet de tout ce qui se passe chez nous, de manière quasiment intégrée. Euh, Toute l'activité, tous les électrons qui passent chez nous, toutes les thermies, elles sont modélisées dans le système, quoi. Et alors moi j'adore ça, parce que je viens du computer science et enfin on a des vraies données pour faire plein de choses. Et puis voilà, puis il faut imaginer des nouvelles solutions. Alors après, c'est un peu nouveau, c'est qu'on est encore une entreprise qui imagine des solutions, après ils disent au mec du digital, vous nous digitalisez ça. Mais je pense qu'on va tout doucement passer le virage, ou peut-être plus rapidement qu'on le pense, à imaginer des solutions digitales et ensuite à
à les matérialiser, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu la nuance, mais voilà, je pense que... Et donc ça fait partie des enjeux de votre stratégie d'innovation, toute cette partie digitale, et peut-être commencer par penser digital avant de digitaliser ce qui existe déjà. On a tendance à se dire que dans une entreprise qui a une institution en Alsace, quelque part, une entreprise qui a plus d'un siècle, qui a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de collaborateurs, quand on pense parfois à dire c'est les startups qui sont agiles, mais les grosses entreprises historiques, c'est un petit peu des mammouths. Comment est-ce que tu sens l'ES, toi, dans ce positionnement? Quels sont vos enjeux de stratégie d'innovation? Est-ce que l'ES est difficile à faire bouger? Ah non, non, elle veut même bouger trop vite. Nous, c'est le problème que j'ai avec moi. On est quand même dans le digital, on est 60 personnes dans tout le monde applicatif, hein, donc on fait partie des gros du digital du coin. Et notre roadmap, elle est full. C'est-à-dire que je suis passé d'une époque où on devait imaginer des projets. Moi, quand je devais demander du budget d'une année sur l'autre, j'imaginais des projets, puis je les mettais vite sur la table, et après, ben, ça faisait que j'avais entre guillemets le pognon. Il y a prescription, hein, j'ai plus le droit de travailler comme ça, mais euh, voilà, j'imaginais des projets, on avait le pognon, puis l'année d'après, on faisait un peu autre chose. Maintenant, c'est fini, c'est que l'entreprise, elle a envie, quoi, et ça, c'est vraiment génial. Et maintenant, la gageure pour nous, c'est de faire le tri, c'est d'avoir de plus en plus des approches que les startups aiment bien de minimum viable product, c'est-à-dire avant de faire un dinosaure d'une application, ben, on fait des choses simples et rapides. On va pas faire la navette spatiale tous les jours, c'est compliqué, c'est trop long. Le dinosaure, c'est la mauvaise image de la navette spatiale. Et ça, les grandes entreprises, elles aiment bien faire des projets super compliqués. Et ça, c'est un des enjeux pour nous, c'est faire simple et rapide. Mais ensuite, c'est que toutes les pièces du Lego, elles continuent de bien fonctionner ensemble. En ingénierie logicielle, c'est compliqué. Parce qu'on ne fait pas comme une startup un produit standalone et puis il vit tout seul. C'est que nous, vous l'avez compris, l'énergie, c'est tout un système. Et puis nous, on est vraiment performant quand la digitalisation, elle fonctionne ensemble bout en bout, quoi. On appelle ça l'intégration. Quand cette intégration marche bien, c'est là qu'on est fort et qu'on est performant. Donc, non, on a vraiment une digital nation dans l'entreprise, ça c'est bien. Après, faut ordonner tout ça et faire les choses dans l'ordre. Et puis les Américains, ils ont une expression que j'adore, c'est pay as you grow. C'est une chose après l'autre, quoi, ou first things first, quoi. Et ça, tout doucement, on y arrive. On introduit tranquillement les méthodes agiles, parce que tout le monde n'a pas encore compris comment ça marche. Mais là où on peut, on fait. Et puis les interactions avec les startups, on est sur une niche où c'est pas si simple, parce qu'une startup, elle fait un produit qu'elle va vendre, revendre, etc. Et nous, dans l'énergie, on est sur une niche, quoi. Et souvent, on est le seul client, quoi. Parce qu'en France, sur des opérateurs énergétiques de taille qui peut investir des choses et faire des choses complexes, on n'est pas 500 000, quoi. Il y a une dizaine de commercialisateurs, il y a une dizaine de gros opérateurs de réseau, donc qui ont plus de 50 ou 100 000 clients, et les clients typiquement grand public, les marges sont très faibles. On ne peut pas vendre des produits comme une box à 30 € par mois, ça ne marche pas. Hein, l'énergie, c'est déjà bien assez cher comme ça. Donc nous, il faut qu'on trouve des produits simples, pas chers, mais en fait après, ils sont extrêmement difficiles à développer par des startups. Donc moi, je suis plutôt à la recherche de techno. Et typiquement, les technos sur lesquels on va aller, c'est assez sûr, c'est l'intelligence artificielle, avant tout dans la relation client, dans la data aussi, parce on a des terras de données. Alors malheureusement, maintenant avec RGPD, j'ai de plus en plus de mal à les emmener avec moi à HIC ou même avec des collaborations avec des universités, parce qu'on a une trouille bleue que les données de clients se retrouvent sur le net, quoi. Ça complexifie beaucoup les affaires. Si on travaille dans le langage naturel, il faudrait qu'on ressorte de l'entreprise avec des données de dialogue client par mail, par chat, et qu'on les teste. Et voilà, vous avez compris le problème. Donc là, il faut qu'on trouve un nouveau modèle de collaboration avec les gens qui savent, parce que nous, on ne sait pas tout.
Mais moi, je viens du monde universitaire, de la recherche, donc j'oublierai jamais d'où je viens, et la compétence, on va pas toujours la faire nous-mêmes, c'est pas possible, quoi. Donc, on comprend bien Pardon. On comprend bien dans ce que tu dis et là tu prêches des convaincus, que l'enjeu dans une transformation digitale, il est double, il est à la fois technologique, mais peut-être surtout humain. Et j'aurais aimé que tu nous dises comment justement ce partenariat historique avec le HIC s'inscrit dans ce dispositif qui permet de faire avancer à la fois les innovations technologiques et puis de rendre les collaborateurs DS proactifs de ces évolutions, pour qu'ils ne fassent pas que les accompagner, ce qui est déjà toujours très bien pour les évolutions technologiques, mais qui soient parfois dans l'anticipation et dans la proactivité. Alors, moi, disons, je suis dans le HIC depuis le tout début, hein, je me souviendrai toute ma vie quand Yannick, la première fois que je l'avais rencontré, m'a dit « Ouais, Daniel, finalement, tu sais, nous, les développeurs, ils n'ont pas envie de bosser avec la World Company du nucléaire. » Alors, je lui ai rappelé que nous, c'était pas EDF complètement, et que c'est pas la World Company, pas encore. Moi, j'aimerais bien, mais c'est pas demain matin qu'on sera à l'Amazon de l'énergie. Mais on a trouvé un terrain d'entente, et moi, j'en suis super content, parce que ça nous a permis de se dire maintenant on va think different, comme disait Steve Jobs, quoi. C'est-à-dire que faut qu'on trouve des projets ou qu'on prenne nos idées plutôt, qu'on se dise est-ce que cette idée elle est grosso modo maquettable en 2 jours. Et ça, on a fait participer des gens de tous les métiers. Et au début, il y avait beaucoup d'enthousiasme et de créativité, alors que moi j'en semençais beaucoup aussi. Ça faisait qu'il y avait des HIC, je crois qu'on est venu avec 18 ou 20 projets, ou défis, comme on dit. Et il y a un petit effet déceptif, c'est que le lundi matin, le everyday business, il continue, et puis les gens, ils avaient du mal à concrétiser leurs projets. Et puis comme je l'ai dit, on a une roadmap telle que c'est très difficile à insérer. Et donc il y a eu un petit essoufflement. Le Covid, il n'a pas aidé, parce qu'il a fait prendre du retard à l'entreprise comme à d'autres entreprises. Et donc là, on est maintenant dans l'hyper-croissance de la reprise. Donc ça complique beaucoup les choses pour trouver des ressources et oser se lancer dans des nouvelles choses. Mais malgré tout, il y a encore cet enthousiasme. Alors, il faut aussi voir qu'entre-temps, nous, on a lancé tous nos programmes digitaux internes. Et donc là, on est un tout petit peu dans un creux de la vague, mais c'est pas grave. Parce que le futur, il sera encore plus digital, moi j'en doute pas. On aura peut-être aussi un peu plus de moyens, sous peu, je pense. Et aussi des dirigeants d'entreprises qui comprennent qu'il faut qu'on ait le bac à sable, le lab, qui permettent de tester des idées, et que c'est normal qu'une idée qu'on fait au HIC, elle débouche pas 3 mois après dans un produit. Ça prend du temps. Et malgré tout, avec Bernard, là, on a fait de l'archéologie, on a regardé. Il y a des traces, c'est comme dans les virus, il y a des traces de défis qu'on a fait au HIC les 5 dernières années, dans une vingtaine de projets en opération en entreprise. Ouais, c'est effectivement un point qu'on a prévu de faire avec Bernard cet après-midi. Ce côté booster, je pense que si on n'avait pas eu le courage de tester, de maqueter, de confronter avec le pitch de fin de HIC là, du dimanche soir, c'est 20 idées parmi d'autres, puisqu'en 5 ans on a dû en faire plus qu'une cinquantaine. Donc 1 sur 2, à un moment donné, on retrouve son ADN dans un projet. Malheureusement, pas toujours avec un business de start-up, quoi. Mais ça, c'est comme je l'ai expliqué avant, c'est un peu la loi du genre, c'est que nous, on est dans un énorme système, il n'y a pas forcément une logique de produit qu'on vend ensuite de manière récurrente et qui serait un bon business pour une entreprise indépendante. Alors Daniel, la dernière question que j'ai envie de te poser, je te remercie pour l'intervention, et en fait j'aimerais terminer sur un point un petit peu plus personnel, parce que je t'ai vu t'investir à fond dans leur dernier HIC, alors qui était un peu spécial parce que c'était une version online, mais du coup tu t'es éclaté dans une équipe aussi à réaliser un projet. Alors il me semble que c'est pas la première fois que tu as fait ça, mais en tout cas je voulais un peu avoir ton ressenti de qu'est-ce que ça faisait du coup d'être
comme ça, immergé dans l'événement? Et puis, comment est-ce qu'on pourrait inciter tes collègues ou des cadres dirigeants d'autres boîtes de sauter le pas? Et qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté et que ça peut leur apporter de nouveau ou de changement par rapport au quotidien? C'est long à dire. Moi, je suis un peu comment dire, une exception, c'est que j'ai jamais perdu mes racines de R&D. J'ai fait pendant presque 10 ans de la R&D en computer science, comme j'ai dit, et j'ai gardé ça. Donc, je suis pas un exemple. Mais malgré tout, je connais d'autres personnes autour de moi qui se sont aussi investies dans des défis, de l'entreprise qui n'avaient pas du tout ce profil-là. Il faut oser, il faut y aller, parce que et puis il n'y a pas de honte à pas savoir faire. Tout le monde n'est pas obligé de savoir programmer un Arduino et puis de gérer une carte d'acquisition digitale numérique, analogique numérique. Ça, c'est les participants qui savent faire ça. Par contre, il faut avoir des idées, et effectivement, je pense que les dirigeants, des managers, il faut qu'ils retrouvent le plaisir, et c'est un vrai plaisir, la boucle de récompense, elle est forte, hein, c'est presque addictif, de faire, quoi. Et puis, il n'y a pas de honte si ça ne marche pas, c'est au contraire, il vaut mieux se casser la gueule au HIC que sur un vrai produit, on a mis 10 millions d'euros dans une boîte, quoi. Donc, et puis on en retient toujours plein de choses. Et après, je pense que c'est aussi un moyen de réapprendre à manager des petites équipes avec des échéances très courtes. Et ça, dans les grosses boîtes, on oublie. Bon, moi, j'oublie jamais, mais je vois autour de moi, et c'est normal, on est tous modelés par le système dans lequel on est. Je pense que c'est vraiment un camp, comme ils disent, hein. Le camp, le terme camp, il est très fort. C'est ici et maintenant, quoi. C'est pas on va le faire dans 3 semaines. Et ça, c'est mieux que n'importe quelle formation que parfois les cadres dirigeants ils ont par ailleurs, quoi. Parce que là, on a les mains dedans, quoi. Voilà. Donc moi, je les encourage tous à faire ça. Alors cette année, je l'ai pas fait parce que j'avais le droit à des vacances quand même. Mais une autre année, je reviens, c'est sûr. Ah, excellent. Excellent. Écoute, voilà. Ça tombe bien, nous aussi, on compte revenir l'année prochaine. Super. Écoute, Daniel, merci beaucoup d'avoir pris de merci ton pour temps. ce retour. Je ne savais pas que je vous faisais une telle impression. Mais vous êtes des bons clients, vous faites votre boulot. Mais je pense que ça vient du fond du cœur quand même. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Je pense que, comme je le disais hier soir, avec Cédric, on disait que voilà, on aime bien les collaborations fertiles chez Alsace Digital, et merci pour ton implication et de montrer à quel point ça te tient au cœur d'avoir cet esprit d'innovation. Donc voilà, merci beaucoup pour ton intervention.